suis Mathieu Fortin, le directeur du bureau de projet des fonds de recherche du Québec. On fait partie au bureau de projet des services communs, des services partagés aux 3 fonds de recherche, nature, technologie, santé et société culture. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va traverser le guide du portail des établissements, puis on va diviser ça en 3 parties. Il va y avoir d'abord une partie qui va concerner les agents de liaison universitaires. Ça, c'est pour ceux et celles qui s'occupent de soutenir nos candidats aux bourses, nos titulaires de bourse. Une deuxième partie qui va porter sur les services administratifs, soit les bureaux de la recherche. Et une autre partie, service des finances, donc tout ce qui concerne les rapports financiers. Aujourd'hui, je veux prendre du temps aussi pour aller voir dans le portail. Donc, on va basculer à la fois du guide du portail des établissements, mais j'ai aussi préparé des exemples là, directement dans l'application. On pourra le faire. Là. Ça, c'est prévu aujourd'hui. Donc, une chose qui est importante de dire là, pour commencer, peut-être, là, c'est que pour moi, le maintien de la communication avec la communauté, c'est hyper important, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, je veux vous remercier déjà pour tous les échanges qu'on a eus au fil de l'année au sujet du portail des établissements. Aujourd'hui, c'est un peu le bilan de tout ce qui s'est passé, puis une petite ouverture, une fenêtre vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'aimerais remercier particulièrement ceux et celles qui font partie d'un comité aviseur là, avec nous, Bureau de recherche FRQ. C'est un petit groupe là, avec qui on peut échanger de temps en temps sur des solutions, des alternatives, là, comment bien répondre aux besoins des établissements de recherche, que ce soit pour un sujet ou un autre. Donc, parmi les grands processus qui sont soutenus par le portail des établissements, il faut savoir que, dans le fond, il y a bien sûr la confirmation d'inscription, il y a l'approbation des demandes, mais les participants à qui je m'adresse aujourd'hui, vous faites partie toujours d'un processus un peu plus grand. Donc, dans le processus de transmission d'une demande, le chercheur principal ou peu importe, ont plusieurs choses à fournir au FRQ, puis l'intervention de l'établissement est toujours à un moment bien précis. C'est très important pour nous, dans ce principe-là, que vous ayez les bons outils en main pour pouvoir répondre aux attentes du chercheur pour qu'il puisse, lui, nous envoyer les informations nécessaires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à partager le guide du portail des établissements ici, sans plus attendre. Le guide, je pense que Caroline pourra vous partager le lien directement dans le clavardage si ce n'est pas fait. Le guide commence avec les adresses courriels du centre d'assistance. Vous savez, c'est un centre d'assistance qui est consolidé chez nous, là. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à l'une ou l'autre des adresses. Là, tout ça, c'est rassemblé dans le même bassin, là, il n'y a pas de problème. Donc, la première chose importante que je veux dire au sujet du portail des établissements, c'est qu'il s'intègre dans un logiciel qui a maintenant plusieurs années, un logiciel de gestion intégrée, qui fait en sorte que toutes les informations qui sont actualisées, qui sont transmises, qui sont sauvegardées dans l'un des portails qu'on voit à l'écran, soit le portfolio électronique, le portail des établissements, le portail administratif, plus de notre côté, le portail des évaluations, etc. Donc, tout ça, c'est synchronisé de manière directe. Par le passé, on avait peut-être d'autres approches dans les systèmes d'information des FRQ. On travaillait plutôt avec des systèmes satellites. Là, cette année, pas cette année, mais avec FRQNet, on a vraiment affaire à un système qui est global, qui est intégré, puis ça va demeurer comme tel. Je rappelle que c'est un système qu'on a implanté à l'été 2017, puis qu'avec un système qui a autant d'années de vie, on arrive certes à une certaine forme de stabilité. Ça, c'est très important. C'est un objectif qu'on voulait atteindre. Mais inévitablement, il faudra faire des mises à jour technologiques pour nous permettre de continuer d'améliorer le produit qui se fait tranquillement vieillissant. Donc, ces mises à jour technologiques, vous allez être informé bien en avance quand ce sera bien planifié. Ici, parmi les bulles qu'on voit à l'écran, je dirais qu'il y a un petit nouveau qui s'est intégré là, à tout ça, c'est le fameux module d'appui des équipes et des regroupements utilisé, par exemple, dans le cadre des concours de regroupement stratégique
NT ou ST, mais aussi des réseaux thématiques du FRQS. Donc, le module d'appui, c'est une fenêtre supplémentaire sur le logiciel de gestion intégrée. Donc, il fait partie du même grand ensemble là, synchronisé, évidemment. Donc, la première chose que je veux aborder avec vous plus dans le contenu du guide, c'est la fameuse désignation des rôles. Donc, pour avoir des accès au portail des établissements, pour participer au processus des FRQ, évidemment, il y a tout un processus d'approbation qui vient en amont. Votre établissement doit être un établissement reconnu par les FRQ. Là, je fais référence à des notions qui sont bien explicitées sur nos sites Web. Donc, une série de paramètres là, pour accéder à cette fameuse liste d'établissements gestionnaires reconnus par les FRQ. C'est après cette approbation que nous allons pouvoir vous octroyer des droits pour des accès, dans le fond, pour vous connecter au portail. On a utilisé une approche décentralisée pour cette gestion-là, c'est-à-dire que on va désigner dans votre établissement une personne avec des privilèges en gestion qui va, à son tour, s'occuper d'attribuer d'autres privilèges en fonction des rôles qu'il possède. Pourquoi on a fait ça comme ça? C'est que nous, de notre côté, on ne pouvait pas gérer tous les accès. On s'en remet à vous pour, dans le fond, ajouter les membres de votre équipe là, pour faire avancer les processus. Cette liste de personnes détentrices d'accès au portail des établissements est très importante. Vous savez pourquoi? C'est que lorsque nous, on a des communications à faire auprès des bureaux de recherche, auprès des agents de liaison, etc., on se sert de cette liste des accès valides. Donc, je pense qu'on a ajouté une note un peu plus bas dans le guide. Donc, c'est très important là, de mettre à jour cette liste. Si vous avez quelqu'un dans votre groupe qui change de direction, qui change de faculté, puis qui n'a plus besoin d'avoir accès au portail des établissements, mais à ce moment-là, on s'attend à ce que ces accès soient désactivés. Si vous êtes désigné comme responsable des accès en gestion, puis que vous changez de poste, simplement écrire au centre d'assistance, puis on va s'occuper de la suite, là, ça, il n'y a pas de problème. Une même personne peut cumuler plusieurs rôles. Donc, ça peut être la même personne, par exemple, qui s'occupe de confirmer les inscriptions pour les boursiers en tant qu'agent de liaison et aussi approuver des demandes pour des bourses de carrière ou des subventions. Ça, ce n'est pas un problème. Mais évidemment, il faut que ce soit convenu dans l'attribution, la reconnaissance de l'établissement dès le départ. Donc, j'en ai parlé un peu. Donc, on a 3 grands rôles qui structurent un peu la présentation d'aujourd'hui. Les agents de liaison qui font la confirmation d'inscription, les bureaux de recherche qui font l'approbation des dossiers puis qui gèrent les dates limites des concours, puis à la fin, dans le fond, les services des finances pour la reddition de comptes financières, les transferts interétablissements, etc. Donc, en ce qui concerne la désignation des rôles et des privilèges, à la fin du guide, vous avez une annexe qui vous précise comment on procède concrètement. Donc, j'aimerais ça qu'on aille tout de suite dans le sujet de la confirmation d'inscription. Donc, les confirmations d'inscription des boursiers, ça, c'est un des processus les plus importants parce que, vous le savez, nos bourses de formation, c'est pour une clientèle de la relève. Donc, pour éviter qu'il y ait des retards dans les versements des titulaires de bourse, il faut qu'on reçoive les confirmations d'inscription via le portail pour les établissements qui sont situés au Québec. Peut-être j'aimerais faire une parenthèse avant d'aller plus loin. C'est que, bien entendu, parmi tous les participants que nous avons aujourd'hui, il y a peut-être des sujets, des branches de sujets qui ne vous touchent pas directement. C'est pourquoi je vais aller quand même assez rondement. On va passer sur les grands concepts, mais on pourra peut-être approfondir avec des questions là, dans le clavardage, il n'y a pas de problème. Donc, comment ça fonctionne pour les confirmations d'inscription des boursiers? C'est que le boursier doit nous fournir plusieurs documents, plusieurs informations dans sa demande de versement. Donc, il y a un processus qui fait que le boursier nous envoie une demande de versement, il nous met les fichiers attachés. Nous, on va s'occuper de créer un versement dans notre base de données. C'est seulement à ce moment-là que
le versement en question va apparaître dans le portail des établissements. Donc, quand on est dans le tableau de bord du portail des établissements, donc le fameux bouton violet ici, ça, c'est un moteur de recherche qui fait apparaître des résultats. Puis, c'est seulement par la suite qu'on peut accéder finalement à l'écran de confirmation d'inscription. Bien sûr, le tableau de bord va toujours demeurer la principale source d'information pour trouver quels boursiers doivent être confirmés, mais vous pouvez aussi utiliser les rapports Excel dans la section rapports statistiques du portail des établissements. Donc, ici, vous avez des exportations qui sont possibles. Le principe du portail des établissements, c'est ça, c'est que on a toujours des actions à prendre ici par le tableau de bord principal, mais vous pouvez confirmer que l'ensemble des données, l'ensemble des actions à prendre ont été faites correctement dans rapport statistique. Donc, bien entendu, dans la page de confirmation d'inscription, vous avez l'information par session. Vous ne pouvez pas confirmer des inscriptions qui sont à l'extérieur de la plage. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain mois dans l'année, ben là, les confirmations d'inscription pour les versements d'été, par exemple, ou d'automne ou d'hiver vont s'activer. Donc, on a indiqué dans le guide ici, grosso modo, quelles étaient les dates clés, les dates importantes auxquelles on devait recevoir les confirmations d'inscription pour que ça fonctionne. Donc, on a quand même besoin de quelques jours de traitement de dossier. Par exemple, si il y a un versement d'hiver qui est prévu dans le dossier d'un boursier, ben nous, si on n'a pas la confirmation d'inscription avant le 24 janvier, pour un versement prévu le 30, ça nous laisse peu de temps, vu le volume de dossiers qu'on a à traiter, pour pouvoir confirmer le paiement. Qu'est-ce qui va arriver si on reçoit la confirmation d'inscription trop tard? C'est tout simplement qu'on va décaler le versement à la prochaine période. Les périodes de versement pour les boursiers au FRQ, c'est la même chose dans les trois fonds. C'est toujours le 30 et ensuite le 15 et le 30 respectivement pour chacune des sessions. Ça, il n'y a pas de problème. Le processus est seulement décalé. Donc, peut-être qu'il y a une chose là, que, avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à Caroline, est-ce que, Caroline, il y a des questions sur les processus liés aux boursiers qui mériteraient d'être approfondies? Merci Mathieu. Pour le moment, je n'ai pas de questions qui méritent. En tout cas, j'ai pas. Et en fait, on n'a reçu aucune question présentement. Mais n'hésitez pas si vous en avez. Merci beaucoup, Caroline. C'est vrai, moi, je me suis lancé dans le contenu, mais on est vraiment là pour répondre à vos questions aujourd'hui. N'hésitez pas. Donc, on serait rendu à la portion qui porte sur les services administratifs, donc les bureaux de recherche. Comment ça fonctionne? Ça, c'est vraiment normalement, c'est une autre équipe là, au sein des établissements qui vont s'occuper des suivis avec les chercheurs. Ça prend une désignation de rôle différente là, que pour confirmer des sessions de boursiers. Mais ça, c'est une partie qui est assez stable depuis 2 ans, je dirais. Je n'ai pas vraiment de nouveaux contenus à vous proposer pour la portion qui touche l'approbation des demandes. Peut-être des petits rappels liés à ce qu'on a fait l'an dernier. Lorsque je vais dans le portail des établissements ici, le premier bouton, celui qui est en rouge, dans le fond, il va avoir +1, il va avoir un dossier qui va s'ajouter dès que un chercheur identifie votre établissement dans son formulaire de demande en tant qu'établissement employeur ou gestionnaire. Donc, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la liste des résultats des dossiers qui sont à approuver. En ce moment, juste pour vous rassurer, je présente l'établissement FRQ Test. Donc, c'est un établissement fictif qu'on s'est créé pour tester nos développements à l'interne. Donc, il n'y a pas de données là, qui sont d'un vrai établissement. Donc, vous pouvez suivre le statut des dossiers avec la dernière colonne qui apparaît dans les résultats de recherche. Il existe aussi un autre onglet tout à gauche qui s'appelle Recherche multicritère. Personnellement, je le trouve, il est efficace, il est bien, mais c'est
je trouve que la porte d'entrée principale devait toujours être le tableau de bord. Recherche multicritère vous permet d'avoir accès à l'ensemble des dossiers, pas seulement ceux qui sont en attente d'approbation. Donc, là, je ne le ferai pas, mais si vous appuyez simplement sur Rechercher, ben, il va vous sortir tous les dossiers qui sont identifiés dans votre établissement, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une amélioration qu'on a fait il y a peut-être 2 ou 3 ans. Concours publié, oui ou non. Ça permet de séparer, de trier les concours qui sont disponibles pour les chercheurs dans le portfolio électronique, plus justement la porte d'entrée du chercheur en tant que tel. Donc, l'année passée, une amélioration qu'on a faite, c'est qu'on a fait en sorte qu'une notification automatique soit envoyée au moment où le chercheur transmet son dossier à l'établissement pour approbation. J'ai reçu plusieurs commentaires cette année sur ce développement-là. Je m'y attendais un peu quand même, là. Donc, d'une part, on a dit, certains établissements ont dit: «Ah, ben, tant mieux, là, on a vraiment un bon mécanisme, ça nous prévient, on est capable de savoir qu'est-ce qui s'en vient chez nous». Mais j'ai aussi reçu, un peu le pendant négatif de ça, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a souvent plusieurs personnes qui ont accès au portail des établissements pour approuver des demandes, ben, ça fait plusieurs notifications envoyées à plusieurs personnes. Puis quand on est dans un gros établissement, ben, ça fait des centaines de notifications qui sont envoyées. Donc, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Je le disais l'an passé, peut-être là, pour prévenir là, les inconvénients, c'est peut-être de créer des règles dans Outlook ou trouver une manière de ne pas être complètement submergé par les notifications. Donc, de façon générale, je dirais qu'au fond de recherche, j'essaie de travailler avec, d'implanter des nouvelles notifications pour qu'il y ait des mises à jour de statut de dossier. On n'est plus à l'époque, je pense, où le citoyen envoie un dossier pour une demande à un organisme public, puis là, seulement 9 mois plus tard, va avoir une réponse par rapport à la demande qu'il a déposée. Je pense qu'on n'est plus là. Euh, on pense en tout cas que les notifications automatiques, comme celles qu'on a implantées, permettent de mieux faire le suivi des demandes, que ce soit pour vous dans les établissements, mais aussi de notre côté, puis du côté des chercheurs. Une nouveauté de l'an dernier également, c'est le fameux 24 heures supplémentaires qu'on a ajouté après la date limite des concours. Ça veut dire que la date limite FRQ pour un concours, elle ne va pas bouger, mais si le chercheur, disons, il se branche 15 minutes, j'ai déjà vu ça, il se branche 15 minutes avant pour transmettre son dossier, ça arrive au bureau de recherche 14 minutes avant la date limite, le temps que tout le monde se connecte pour approuver le dossier. Impossible, là, la date limite était atteinte, puis c'était un peu dommage parce qu'il y avait des belles propositions de recherche qui étaient ainsi échappées. Mais là, maintenant, avec le 24 heures, ça vous permet, en tant que bureau de recherche, d'approuver le dossier ou de le rejeter. Il faut faire attention si on se rend dans cet extrême-là, donc le 24 heures supplémentaire, parce que vous ne pouvez pas retourner le dossier au chercheur pour qu'il fasse des corrections. La date limite du concours est atteinte, donc il ne pourra plus le changer. Donc, ça s'arrêtera pour lui à ce moment-là. Vous pouvez seulement approuver ou rejeter tout simplement. Il y a la possibilité d'ajouter un commentaire, évidemment, quand on retourne avant la date limite. Mais l'autre élément sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est aussi lié à des commentaires que j'ai reçus. C'est que parfois, les établissements, puis c'est une bonne pratique, on encourage les gens à faire ça, se fixent des dates limites internes avant la date limite FRQ. C'est-à-dire, supposons qu'on a une date limite au 25 avril, vous mettez une date limite au 23 avril. Comme ça, les chercheurs, il faut qu'ils vous envoient ça avant. Par contre, n'oubliez jamais une chose, c'est que si vous retournez le dossier au chercheur le 24 ou le 25, après la date limite interne, ben là, le chercheur ne pourra pas rouvrir son dossier et faire les corrections comme demandé. Il faut aller modifier pour ça la date limite interne. Et ça se fait en bloc, ça se fait par concours au sein d'un établissement. Donc, tout le monde, s'ils ont des statuts de dossier en cours, pourrait avoir accès à nouveau à leur formulaire. Je dirais qu'on a un dossier de travail en ce moment d'analyse là, pour essayer de rendre ça un peu plus flexible. Je sais que c'est un irritant, là, mais il y a des solutions qui s'en viennent pour ça. Je ne peux rien promettre là, pour le court terme, là, mais je sais que c'est un point qu'on peut améliorer de notre côté.
Donc, avant d'aller plus loin et de passer la parole à ma chère collègue Jennifer qui est avec nous, hem, j'aimerais ça vous montrer un nouvel onglet qu'on a implanté ici. Donc, ici, on a les informations générales, comme d'habitude, là, finalement, rien de nouveau. Les montants transférés, les rapports financiers, puis la boîte de communication ici. La boîte de communication, elle est activée, peu importe le statut du dossier, c'est toujours présent. Et comment ça fonctionne, cet onglet-là? C'est que c'est un outil d'envoi de courriel avec des variables de base. Donc, vous voulez communiquer avec votre chercheur en lien avec un dossier spécifique, plutôt que de retourner dans vos boîtes personnelles puis de réécrire le numéro du dossier concerné, puis le programme FRQ dont il est question, on vous encourage à utiliser cet outil de communication. Ce que ça fait, évidemment, ça vous met en CC là, du message qui est envoyé, mais vous ne pouvez pas recevoir de courriel par ici, là. C'est simplement une manière pour vous d'en expédier. Je pense que ça peut vous aider. Alors, ce que je ferai maintenant, c'est que je départagerai l'écran et je céderai la parole à Jennifer pour la portion rapport financier. Merci beaucoup, Mathieu. Je ne sais pas, Caroline, si tu voulais qu'on réponde aux questions sur le chat d'abord ou on garde pour la fin. Oui, hein? Merci, Jennifer. En fait, il y avait surtout une question, Mathieu, auquel on n'a pas répondu dans la discussion. C'est une question à propos des boursiers qui sont récipiendaires de bourses au FRQ, mais aussi d'organismes fédéraux. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on peut se vérifier? Peut-être juste, est-ce que tu peux répondre à cette question pour l'ensemble des personnes qui participent? Oui, c'est une excellente question. Dans le fond, nous, on part toujours du principe que c'est le boursier qui est responsable de nous transmettre l'information. C'est écrit comme ça dans les règles. Et il fait l'omission de cette communication. En bout de ligne, c'est lui qui peut avoir des problèmes. Par contre, c'est pas ça qu'on souhaite. Personne ne souhaite euh, que le boursier ait des problèmes. Donc, si vous avez l'information de votre côté, vous pouvez l'inscrire là, dans le portail des établissements. Là, il y a un endroit peut-être pour mettre des commentaires. Vous pouvez le mettre là. Ça, on consulte ça. Mais si vraiment là, vous voulez nous prévenir parce que la session qu'on vous demande de confirmer, dans le fond, ça ne sert à rien de le faire. Là. Dans le fond, il est déjà boursier d'un autre organisme. Vous pouvez nous envoyer un courriel, soit directement aux responsables des programmes ou aux personnes qui s'occupent dans leurs équipes du traitement des versements. On va faire le suivi le plus rapidement possible. Donc, vous êtes nos collaborateurs, nos partenaires, on travaille ensemble. Il est possible que si on ne connaît pas l'information, nous, on pourrait faire le versement comme si de rien n'était là. Donc, merci beaucoup, on compte sur vous. Parfait. Donc, je vais partager mon écran et démarrer ma présentation. Alors voilà, la portion sur les redditions de comptes concernant les rapports financiers. Tout d'abord, en fait, je voulais prendre le temps de présenter notre petite équipe des finances au FRQ. Ça fait quand même un bout qu'on travaille au FRQ et des fois, c'est bon de mettre un visage sur les gens qui vous répondent. Donc, moi, c'est Jennifer Simard, je suis analyste comptable, CPA. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au FRQ et ça fait 1 an que je m'occupe de la coordination des rapports financiers. Notre équipe en première ligne qui s'occupe de répondre à la boîte courriel rapport financier, c'est Jenny Toppert et Joanie Boyer, qui sont toutes deux techniciennes comptables depuis un peu plus de 5 ans au FRQ. Et elles répondent à vos questions, elles font le lien aussi avec l'équipe TI si jamais il y a des problèmes un peu plus techniques, et elles font aussi le lien avec les responsables de programme s'il y a des questions un peu plus particulières pour un programme. Alors voilà, c'est notre équipe et le rappel de notre courriel rapport financier qui est notre porte-entrée pour répondre à toutes vos questions. Les dates importantes pour la reddition de compte 2023, il n'y a aucun changement cette année, donc on couvre toujours une année financière qui commence le 1er avril 2022 et
qui se termine et qui s'est terminé au 31 mars 2023. Les rapports financiers sont ouverts depuis le 6 avril dernier et on vous donne 6 mois là, pour vraiment faire tout le processus d'approbation des rapports financiers. Donc, le 30 septembre est la date limite. Je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous faire un rappel du processus général. Des fois, c'est bon de mieux comprendre quelles sont les tâches de chacun, autant vous, de votre côté, les établissements, mais autant aussi du côté du titulaire en ce qui concerne les rapports financiers. J'ai 2 scénarios. On va commencer avec le plus simple, celui sans co-chercheur. Donc, qu'est-ce qui crée un rapport financier? C'est un versement qui est fait à l'établissement du chercheur principal, ce qui crée le rapport financier dans le portail de l'établissement. À la date d'accès, le 6 avril, les rapports financiers deviennent disponibles dans le portail des établissements pour la saisie par le service des finances. Une fois rempli, soumis, on envoie le tout au chercheur principal qui a le rapport financier disponible dans son portfolio pour validation. Évidemment, une étape facultative, si jamais il trouve des petites corrections, des choses à faire dans le rapport financier, il peut vous le retourner. Vous pouvez le corriger et le retourner au chercheur principal. Et en bout de ligne, le chercheur vient approuver le rapport. On voulait vous faire un rappel aujourd'hui qu'il est de votre responsabilité en tant qu'établissement de faire le lien avec le chercheur principal afin qu'il approuve le rapport avant le 30 septembre. Évidemment, nous sommes toujours là pour vous accompagner si jamais le lien ne se fait pas bien ou si le chercheur ne répond pas à vos demandes, mais idéalement, on vous demande de faire un petit bout de chemin avant de nous contacter. D'ailleurs, l'outil que Mathieu vous a présenté précédemment, le nouvel outil de communication, peut vous permettre de transmettre un message aux chercheurs plus facilement. Et un rappel que cette fonctionnalité permet uniquement d'envoyer un message et non d'en recevoir. Maintenant, on peut voir le même processus, mais cette fois-ci, on va le nommer un peu plus complexe, c'est-à-dire avec un co-chercheur, lorsqu'il y aurait un transfert inter-établissement. Donc, les mêmes étapes de création du rapport financier se font lors du premier versement de l'octroi. Lorsqu'il y a un co-chercheur, l'établissement gestionnaire va faire un transfert à l'établissement du co-chercheur qu'on appelle aussi l'établissement partenaire. C'est cette action de transfert dans le rapport financier qui vient créer le portail dans l'établissement du co-chercheur. Dans le guide du portail des établissements, la section transfert inter-établissement est quand même bien structurée. Donc, c'est sûr que des fois, vous pouvez avoir des questions et je vous encourage vraiment à aller lire la section là, avant de faire un transfert. À la date d'accès au 6 avril, pour chacun des établissements, le rapport financier devient disponible et les services des finances doivent les compléter et les envoyer au chercheur principal. C'est un point qui est important, c'est même s'il y a un co-chercheur, c'est le chercheur principal de l'établissement gestionnaire qui va pouvoir consulter et approuver les rapports financiers de tous les établissements, de son octroi, évidemment. Donc, l'étape facultative, s'il y a des corrections, on comprend l'idée, il retourne et après ça, vous lui retournez pour validation finale. Et le chercheur principal peut ensuite venir approuver les rapports financiers. L'ordre est important, c'est-à-dire que dans le portail des établissements, le chercheur principal doit approuver les rapports financiers des établissements du co-chercheur en premier. Et s'il y a plus d'un transfert à un partenaire, il doit approuver tous ces rapports financiers en premier. Et c'est seulement une fois que toutes les approbations de rapports financiers d'établissements de co-chercheurs sont approuvées qu'il va pouvoir approuver le rapport financier de l'établissement principal. Donc, encore une fois, on vous demande de faire le suivi avec le chercheur pour approuver tous les rapports financiers, mais également de faire le suivi avec les établissements co-chercheurs
pour qu'ils transmettent l'information au chercheur principal en temps et lieu afin d'avoir le rapport financier approuvé au 30 septembre. Dans le portail des établissements, vous avez dans les rapports statistiques 2 rapports qui vous permettent de savoir les transferts qui ont été faits par vous à d'autres établissements et aussi de d'autres établissements à vous. Donc, ces listes peuvent vous aider là, à savoir qui contacter. Une bonne pratique lorsqu'il y a des transferts inter-établissements est de débuter, dans le fond, le processus de rapport financier annuel par les rapports financiers liés à des transferts inter-établissements. Donc, sur votre tableau de bord, vous avez les 2 pastilles bleu marin. Donc, il y a rapport financier lié à des transferts et rapport financier lié au titulaire d'octroi. L'objectif est évidemment là, de faciliter le suivi de tous et aussi de s'assurer que le chercheur principal puisse recevoir tous les rapports financiers pour lui laisser le temps de les approuver avant le 30 septembre. Cette année, dans le rapport financier même, on est venu actualiser la section « Utilisation du solde ». On n'a pas rien changé, ça reste un menu déroulant, mais on est venu rajouter un tableau explicatif dans le guide du portfolio, dans le guide du portail des établissements, également dans le guide du portfolio du titulaire, et on est venu ajuster aussi les libellés du menu déroulant pour simplifier et pour un peu plus se coller à la durée de vie d'un octroi. Je vais prendre le temps de les détailler avec vous parce qu'on a souvent des questions, là, surtout par rapport aux années additionnelles. Donc, pendant un octroi, c'est simple, pendant un octroi, on reçoit des sommes. Donc, le rapport financier, s'il y a un solde au 31 mars, le solde est tout simplement reporté à la prochaine année et il n'y a aucune action à poser. Lorsqu'on arrive à la fin de la période d'octroi, c'est-à-dire que l'année suivante, on ne reçoit plus d'argent. Il y a l'année additionnelle, ce qu'on appelle couramment la 610. Dans le fond, on l'appelle 610 parce qu'elle fait référence aux règles générales communes, l'article 610, et vous avez le lien dans le guide du portail des établissements. Cette année additionnelle d'1 an ne nécessite aucune demande de votre part ni du titulaire. Par contre, la seule chose qu'on vous demande, c'est une justification dans le rapport financier. C'est le titulaire de l'octroi qui doit venir mettre une justification pour expliquer pourquoi il a besoin d'une année additionnelle pour dépenser les sommes. À la fin de cette année additionnelle, la 610, il pourrait arriver qu'un titulaire d'octroi ait besoin d'une autre année de report, ce qu'on appelle une année de report exceptionnelle. Vu qu'il s'agit d'une situation un peu plus exceptionnelle, on demande une action préalable de la part du titulaire, c'est-à-dire qu'il doit aller dans la section « Gérer mon financement » pour faire une demande d'année de report exceptionnelle qui va être approuvée par les responsables de programme au FRQ. Une fois cette action faite, dans le rapport financier, il doit quand même venir mettre dans la section « Justification », la section « Commentaires », une justification. En fait, c'est la même justification de sa demande. Ensuite, une fois que toutes les années de report ont été complétées, on arrive à la fin du projet. Donc, au terme de la période d'octroi, il pourrait rester un solde comme il pourrait être à 0 ou en négatif. Donc, s'il est à 0 ou négatif, évidemment, tout est terminé. Mais s'il y a un solde, on vous demande de le retourner, de le rembourser au FRQ. Et vous pouvez nous écrire un rapport financier pour obtenir nos coordonnées bancaires par dépôt direct, ce qui facilite les dépôts. Alors, bon, suite à la section utilisation du solde, on est venu alléger les sections commentaires, surtout la section commentaires de l'établissement. Donc, évidemment, vous pouvez mettre tout commentaire lié à votre édition de compte. Et vous pouvez aussi utiliser cette section pour écrire au titulaire de l'octroi un commentaire en lecture seule. Très important, il ne faut pas utiliser la section commentaires pour nous écrire directement. Si vous avez des questions, vous écrivez à rapport financier. La section commentaires doit représenter un commentaire lié à la reddition de compte que vous nous donnez seulement.
La section commentaires du titulaire de l'octroi a également été simplifiée. Même chose, il peut l'utiliser comme un moyen de communication avec vous. Il ne doit pas l'utiliser pour communiquer avec nous. Il doit utiliser également le courriel rapport financier. Mais la section commentaires du titulaire de l'octroi doit être utilisée obligatoirement pour justifier les années additionnelles et les années de report exceptionnels. Mathieu l'a mentionné en tout début de rencontre, il est très important de maintenir à jour vos listes. Pour ce qui est des rapports financiers, pour avoir accès, il faut détenir le rôle soit service des finances opérations ou service des finances gestion. Je vous ai mis ici un lien vers, c'est pas un lien, là, mais c'est le nom des 2 rapports statistiques qui vous permettent de voir qui sont vos utilisateurs et qui sont vos gestionnaires. Et un rappel que c'est les gestionnaires qui peuvent uniquement donner accès aux opérations. Nous, on utilise beaucoup ces listes, surtout quand vient le temps des rappels à la fin août, début septembre, et même les rappels passés le mois de septembre. Donc, on vous demande de maintenir vos listes à jour, s'il vous plaît. Finalement, la documentation qui vous est présentée aujourd'hui et un rappel de notre courriel pour nous contacter. Moi, ça fait le tour de ma section. Je vais arrêter le partage. Et on reste disponible là, s'il y a des questions, évidemment. Merci beaucoup, Jennifer. Merci aussi à toute ton équipe là, qui avait travaillé sur cette présentation. Évidemment, tout ce qu'on présente aujourd'hui, le vidéo va être disponible sur la chaîne YouTube, mais également les documents PDF qu'on a montrés, on va vous les envoyer, il n'y a aucun problème. Je remarque qu'il y a des questions qui touchent différents sujets dans le clavardage. Je vais laisser notre équipe regarder, voir qu'est-ce qui peut être répondu facilement, s'il y a des choses qui méritent d'être un peu plus approfondies. De mon côté, j'aimerais ça qu'on continue sur différents faits saillants, des choses là, qui sont importantes à souligner. La première chose, peut-être, c'est que je vais repartager mon écran pour vous parler de ça. Lorsque vous êtes dans la section rapport statistique, une section qui est accessible là, dès qu'on a un accès dans le portail des établissements, je le disais un peu plus tôt, là, donc évidemment, il y a des rapports pour chacune des opérations qui sont à faire. Mais plus spécifiquement, pour les rapports financiers, Jennifer en a parlé, il y a les rapports qui concernent les transferts interétablissements. Là, les voici, sont ici. Donc, ceux qui sont émis de votre côté ou ceux que vous recevez. Il y a aussi 2 rapports très importants. Statut des rapports financiers 2023. Ça, c'est l'année qu'on vient d'ouvrir. Puis, il y a le suivi des approbations des rapports financiers 2023. Donc, bien entendu, vous avez toujours le tableau de bord ici qui vous fait la liste des rapports où vous avez une action à faire, mais rapportez-vous également pour contre-vérifier au rapport Excel qui existe dans rapport statistique. Une autre chose importante aussi, qui découle d'une demande qui nous avait été faite du côté d'une université, le voilà, c'est le fameux rapport qui s'appelle Service administratif, concours 2024, à approuver ou non. Pourquoi il est important ce rapport-là? C'est que vous pouvez voir venir un peu les choses. C'est-à-dire, vous avez tous les concours et FRQ qui sont publiés, donc disponibles pour les chercheurs. Vous avez les informations de base sur ces concours-là, la date d'accès, la date limite. Je pense que ça va pouvoir vous aider globalement dans votre travail. Je sais aussi que en ce qui concerne notre site web FRQ, il y a la section Trouver un financement. Vous savez, il y a aussi le calendrier des concours. Donc, on travaille aussi pour rendre tout ça cohérent dans l'ensemble, là. Moi, ce que je souhaite, c'est de vous offrir dans les établissements, peu importe quel rôle vous jouez, là, c'est important pour moi que vous ayez la vue d'ensemble des programmes et des concours qui fonctionnent de notre côté, qui sont en cours. Un mot peut-être sur une nouvelle catégorie de dépenses qui a été ajustée dans les rapports. Là, attendez-moi juste un instant, je vais vous montrer une portion de document pour soutenir ce que je suis en train de dire.
Donc, voilà. Par le passé, nous avions les catégories de dépenses liées aux communications, dans le fond, les dépenses en lien avec des plateformes numériques, les publications destinées au lectorat non académique. Ça, c'est les anciennes catégories, mais cette année, on a voulu mettre l'accent sur les publications en libre accès, soit revues par les pairs ou des publications de travaux de recherche non revues par les pairs. Donc, la mise à jour a été effectuée dans notre système. Puis, pourquoi c'est important? C'est que c'est en lien avec notre nouvelle politique sur le libre accès qui est disponible sur notre site web. Peut-être un peu plus tard, là, aujourd'hui ou après la rencontre, je vous enverrai le lien. On a une page web destinée au libre accès. C'est très important. Il faut prendre connaissance des nouvelles exigences qui sont en lien avec cette politique-là. Toujours dans le domaine des nouveautés cette année, vous avez probablement remarqué que nous avons implanté l'authentification multifacteur. Ça veut dire, là, lorsque je reviens, disons, au portfolio ici, il est possible qu'un jeton de sécurité vous soit envoyé dans une séquence déterminée. Puis que moi, aujourd'hui, le message que je veux vous envoyer, je sais que c'est contraignant, mais en matière de sécurité, d'information, de sécurité de nos plateformes, tout ça va tranquillement se resserrer de plus en plus. Donc, on est en train d'implanter de nouvelles façons, de nouvelles mesures de sécurité comme l'authentification multifacteur. Ça, c'est simplement en lien avec une nouvelle loi qui nous concerne, nous, au Fonds de recherche, la fameuse LGGRI, la loi sur la gouvernance, la gestion des ressources informationnelles, qui veut que nos systèmes d'information soient dotés de ce type de mécanisme. J'aimerais continuer dans les faits saillants encore pour les nouveautés cette année. Vous l'avez vu passer probablement, les fonds de recherche du Québec ont adhéré au consortium ORCID-CA. Donc, tranquillement, on est en train d'implanter des fonctionnalités liées avec les identifiants uniques pérennes, comme ORCID, qui est dans le fond une manière là, de s'assurer que le chercheur, c'est vraiment la même personne, peu importe l'adresse courriel qu'il va nous présenter dans le système. On va avoir une manière de distinguer ça, de savoir que c'est vraiment la bonne personne. Donc, même de votre côté qui êtes dans les bureaux de recherche ou dans les bureaux des bourses ou les services des finances, comme vous avez un compte FRQNet, vous avez la possibilité d'entrer votre numéro ORCID. Donc, moi, le message que je veux envoyer aujourd'hui, c'est que nous, on pense que le fait d'adhérer à ce genre de technologie, ça va alléger le fardeau administratif. Donc, pour l'instant, on a seulement le champ qui permet de saisir le numéro là, à 16 chiffres, mais il va y avoir d'autres communications probablement à l'automne pour voir les prochaines étapes là, puis comment ça fonctionne pour FRQNet. Donc, laissez-moi un moment, je vais vérifier une petite chose, voilà. Donc, les prochaines dates importantes que nous avons par rapport à notre cycle, c'est évidemment le 27 avril, l'annonce des octrois pour l'ensemble de nos programmes de notre cycle régulier. Donc, tous les programmes avec une date limite plus ou moins à l'automne, on va annoncer ça le 27 avril. Il y a des choses un peu particulières, il y a des nouveautés cette année. La première chose, c'est que en ce qui concerne la rétroaction pour les programmes de bourse de carrière et de subvention, le processus de rétroaction a été amélioré. Donc, on s'est appuyé sur une bonne pratique qui existait déjà du côté du FRQS, c'est-à-dire qu'on a maintenant un mécanisme qui nous permet de donner accès aux chercheurs qui ont soumis une demande chez nous aux commentaires écrits des membres de comité. Donc, ça, c'est une manière, là, je trouve que c'est un processus un peu plus transparent encore. Donc, s'il y a des commentaires qui ont été fournis par des membres de comité, les personnes candidates vont le recevoir là, de leur côté. Peut-être pour ceux et celles qui travaillent là, de façon transversale dans l'ensemble des fonds, vous allez remarquer qu'on a travaillé aussi sur le format de nos lettres d'annonce. Nos lettres d'annonce d'un programme à l'autre, elles tendent à se ressembler de plus en plus.
Donc, ça aussi, c'est une manière pour nous de vous aider à vous retrouver dans l'ensemble de nos programmes. Là, je pense que des lettres d'annonce, c'est un document qui est important, qui va être disponible évidemment à partir de ce jeudi là, au moment des annonces officielles. Il y a aussi la fameuse date du 6 juillet, peut-être un peu plus loin, mais c'est important de le dire. Donc, publication des règles et des formulaires 24-25. Donc, la nouvelle programmation va être disponible à ce moment-là. Donc, ça suit le cycle régulier. On est dans la continuité de ce côté-là. Je serais presque arrivé au moment de conclure, mais j'aimerais ça savoir, s'il vous plaît, Caroline, est-ce qu'il y a des questions et des choses qui mériteraient d'être approfondies en lien avec le clavardage? On a tenté de répondre à la plupart des questions. Il reste quelques petites questions, mais qui sont assez spécifiques à des besoins de certaines personnes. Moi, ce que je pourrais vous inviter, c'est si vous avez d'autres questions ou si vous voyez que vous n'avez pas encore reçu votre réponse, vous pouvez nous écrire un courriel au centre d'assistance ou à l'adresse des rapports financiers quand ce sont plus des questions spécifiques à votre besoin ou à votre établissement. Puis on va pouvoir prendre le temps de vous répondre et d'échanger avec vous au besoin. J'aurais peut-être aimé répondre à une question de vive voix aussi, parce qu'elle a été posée à quelques reprises. Dans le fond, c'est par rapport au rapport financier, lorsque les dates ne concordent pas avec notre exercice financier. Donc, les programmes généraux sont habituellement du 1er avril au 31 mars, mais il arrive de plus en plus souvent qu'il y a des programmes qui sont lancés en milieu d'année et on essaie de s'adapter évidemment à tous ces changements. Donc, ce qu'on a dit, nous, à nos responsables de programme et ce que je vous dis également, c'est lorsque votre date de fin d'octroi arrive, peu importe quand dans l'année, vous continuez jusqu'au 31 mars. Et c'est à partir du prochain 1er avril que là, vous venez ajouter votre année additionnelle ou toute année là, de report exceptionnel par la suite. Donc, on vient se coller à notre exercice financier. Donc, oui, il va arriver peut-être que vous allez avoir un an et demi de plus, mais nous, notre objectif, c'est tout le temps que nos chercheurs finissent leur projet. Donc, on est très à l'aise de donner un peu plus de temps s'il le faut. Et comme a dit Caroline, il y a certaines questions aussi qui sont plus précises. Donc, moi, de mon côté, je vais toutes les prendre en note et on va s'assurer que chaque personne a bien réponse à ces questions. C'est un excellent point. Merci beaucoup, Jennifer. Je sais que c'est une question qu'on a reçue aussi cette année là, par rapport à ces fameuses dates là. Merci beaucoup de l'éclaircissement. Un autre dossier aussi qui est important de notre côté, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre parler là, de différentes façons, c'est le fameux dossier de l'allègement administratif. Donc, les fonds de recherche, on s'engage dans une démarche pour rendre les processus plus souples, plus flexibles, un peu plus collés à la réalité. Puis nous, à l'interne, on a différentes actions qui sont coordonnées pour faire des FRQ une organisation plus agile, plus résiliente, plus efficace dans un environnement en pleine transformation numérique. Donc, cet axe d'allègement administratif va nous orienter vers des développements, comme je le disais tout à l'heure, par exemple, sur les notifications. Mais moi, j'aimerais ça vous tendre la main. Si vous avez des propositions en ce qui concerne l'allègement administratif, on est là pour ouvrir un dialogue, on est là pour prendre les propositions, puis pouvoir en discuter à l'interne, puis faire des actions dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'avenir? Je dirais un peu plus d'interopérabilité entre les différents systèmes. Donc, ORCID participe à cet effort d'interopérabilité, mais je pense que on pourrait aller encore plus loin. Je veux continuer à développer le portail des établissements, mais aussi l'ensemble de FRQNet pour améliorer l'expérience client. Je sais que le portail, il y a déjà plusieurs années de vie. Je pense qu'on pourrait faire des choses pour s'assurer que, peu importe le rôle qu'on détient quand on fréquente FRQNet, on soit un peu plus collé à 2023. Donc, ça, c'est un autre des dossiers importants qui s'en vient pour nous. Et puis, évidemment, puis ça serait peut-être mon dernier commentaire que j'aimerais vous donner avant de conclure officiellement. Évidemment, le plus important pour moi, c'est de rester
en communication avec nous, avec nos parties prenantes. Donc, on est là pour échanger, que ce soit à la DARUC, que ce soit dans le comité aviseur ou dans une autre tribune. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, évidemment. Donc, voilà, je fais un dernier tour de roue. Je fais une dernière... je tends la main une dernière fois à Caroline. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui méritaient un approfondissement? Non, je pense qu'on a eu la question sur la date d'annonce des octrois à venir. Donc, on peut juste répéter la date à nouveau parce que je pense que c'est une date importante pour tout le monde. Oui, absolument. Donc, c'est la même chose que depuis les dernières années. Dans le fond, on vise souvent le premier jeudi de juillet. Donc, cette année, ça tombe le 6 juillet. C'est une date qu'on vise dans notre cycle habituel. L'année passée, on avait, ou l'année précédente, dans le cadre de la COVID, ça avait été un peu plus compliqué, là, mais on est en fin de retour sur un cycle qui est celui qu'on connaît. Donc, le 6 juillet, c'est la date qu'il faut retenir aujourd'hui. Donc, je vois dans le chat peut-être une dernière chose. Je vois des questions par rapport à l'exportation des fichiers. Effectivement, ça, c'est un bon exemple. Là, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'expérience client. Je pense que le portail des établissements, en ce moment, il peut juste faire des exportations de type ancienne version d'Excel, dans le fond, 2016 et moins. On n'est pas encore capable de l'exporter en XLSX, mais ça, c'est vraiment des limites technologiques qu'il va nous falloir prioriser dans les prochaines années pour pouvoir faire une exportation dans les logiciels que les gens utilisent. Donc, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses comme ça, des petites améliorations qu'il faut qu'on fasse, mais dans une optique d'amélioration continue, là, je pense qu'on va atteindre nos objectifs. Donc, je serais arrivé au point de conclure. Je veux vous remercier de votre participation. C'est très apprécié. Vous étiez nombreux aujourd'hui, plus de 200 personnes, du moins pour ce que j'ai vu. Je voudrais souligner le travail exceptionnel de mes collègues au centre d'assistance, au service des finances. Merci de faire en sorte que toute l'année, les processus liés au portail des établissements se fassent bien. Je salue au passage les collègues à l'interne au fonds de recherche qui ont pu se joindre au webinaire. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup tout le monde.